Niger, au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris, ascenseur pour le ghetto, il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il? Au paradis, il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Consultatif du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Voilà, la parole est à vous. En vous demandant si c'est possible, on avait prévu un quart d'heure, on a déjà un petit peu décalé dans le temps. Voilà, vraiment, vous avez votre réveil, vraiment le grand maximum. Si vous arrivez même à faire un tout petit peu moins, ce serait super pour la table ronde. Merci. Ok, d'accord, 15 minutes. Devant là. Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente du Conseil régional, Monsieur le maire. Vous n'entendez pas ça. Donc je commence par Monsieur le maire. Ouais. Monsieur le maire, que j'admire et qui fait un travail extraordinaire, non seulement dans le domaine de la solidarité internationale, qui est exemplaire pour nous dans la République de Genève. Madame la vice-présidente du Conseil régional, son Excellence Monsieur l'ambassadeur, messieurs les députés, les magistrats de plusieurs pays qui sont ici présents, cher Mamadou Sissoko, grand leader syndical africain, d'autres amis dans la salle, je vous remercie de l'honneur qui m'est fait d'introduire rapidement ces assises qui sont d'une richesse formidable. En tout cas, ce programme est quelque chose de tout à fait impressionnant. Je vais procéder de la façon suivante, après une discussion téléphonique avec Madame Moreira, qui m'a donné des ordres précis, tout à fait... non, raisonnable, précis. D'abord dire quel est l'ordre du monde maintenant. Il s'agit d'une introduction des perspectives globales planétaires. Quel est cet ordre du monde sous lequel nous vivons? Ensuite, parler particulièrement dans un deuxième série de remarques, de l'Afrique, parce que malgré toute la présence au Laos, au Brésil, etc., l'essentiel du travail formidable que fait la coopération délocalisée se fait en Afrique, et notamment le problème du soutien à l'agriculture familiale et pourquoi elle est mortellement menacée maintenant et par qui. Et ensuite, à la fin, de dire quel est le combat politique que nous devons mener ici, au cœur des démocraties occidentales qui abritent les maîtres du monde. Première série de remarques, l'ordre du monde. C'est un ordre du monde cannibale, absurde, vous le connaissez, caractérisé par une extraordinaire monopolisation des richesses, des pouvoirs de décision idéologique, économique, financier et politique entre les mains d'une mince oligarchie du capital financier globalisé, des sociétés transcontinentales privées, et d'autre part, une effroyable misère qui surtout frappe dans les pays du Sud où vivent 4,7 milliards de 7,2 milliards de personnes que nous sommes. Je ne vais pas vous ennuyer avec beaucoup de chiffres, juste au début 2 ou 3, si vous me permettez. Annuaire de la Banque mondiale l'année dernière, les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées, les 500 plus grandes, tous secteurs confondus, de la banque jusqu'à la chimie, etc., ont contrôlé 52,8% du produit mondial brut, c'est-à-dire de toutes les richesses produites en une année sur la planète, de toutes les marchandises, capitaux, services, brevets, etc., produites en une année sur la planète. 52,8% du produit mondial brut contrôlé par 500 sociétés transcontinentales. Ce qui est tout à fait normal, ces sociétés transcontinentales fonctionnent selon un seul principe, qui n'est pas le principe de solidarité, évidemment, c'est le principe de la maximisation du profit. En plus, ils sont habités par une violence structurelle. Il ne s'agit pas ici de faire de la psychologie. Je prends le plus grand trust alimentaire du monde, qui est Nestlé, quelques 60 km d'ici. Eh bien, M. Brabeck, président de Nestlé, peu importe quelle est sa subjectivité, je pense qu'il sait lire et écrire et qu'il est plus ou moins un homme convenable, là n'est pas le problème. C'est une violence structurelle. Si Brabeck n'augmente pas le shareholder value, la rentabilité sur capital de l'actionnaire de 20 à 25%, ce qui était le cas l'année dernière, par an, et après 3 mois, il n'est plus président de Nestlé. La même chose est vraie pour n'importe laquelle des multinationales. Ces multinationales aujourd'hui, ces 500 maîtres du monde, ces 500 sociétés transcontinentales privées, ont un pouvoir comme jamais un pape, jamais un empereur, jamais un roi n'a eu dans l'histoire de l'humanité. Échappe totalement, complètement à tout contrôle étatique, interétatique, syndical
etc. Face à cette monopolisation extraordinaire et qui est négativement dynamique, elle augmente d'année en année, vous pouvez prendre les différences annuelles de la Banque mondiale, les chiffres sont là, vous avez la pyramide des martyrs qui elle aussi croît dans les pays du Sud, essentiellement dans l'hémisphère Sud, mais la jungle avance aussi sur l'Europe. Je prends un domaine que je connais bien, qui est le massacre quotidien de la faim, puisque j'étais pendant 8 ans rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation. Tous les 5 secondes, aujourd'hui, où nous parlons, un enfant en dessous de 10 ans meurt de faim. Tous les 5 secondes, un enfant en dessous de 10 ans meurt de faim. Près d'1 milliard sur les 7,6 milliards que nous sommes sont gravement et en permanence sous-alimentés. Et le même World Food Report, qui donne les chiffres des victimes annuellement de la FAO, State of Food Insecurity in the World, qui est tout à fait public, qui donne les chiffres des victimes, qui est croissante, dit que l'agriculture mondiale, dans l'étape actuelle de ses forces de production, pourrait nourrir sans problème 2200 calories individu adultes par jour, ce qui est le minimum vital fixé par l'Organisation mondiale de santé, pourrait nourrir normalement 12 milliards d'êtres humains, donc presque le double de l'actuelle humanité. Pour la première fois dans l'histoire des hommes, il n'y a plus de manque objectif. Le problème est accès à la nourriture, pas insuffisante production de la nourriture. Conclusion, un enfant qui meurt de faim, maintenant où nous parlons, est assassiné. Le massacre quotidien de la faim vient du crime organisé. Je vous donne une dernière chiffre pour caractériser cet ordre cannibale du monde. Je pourrais prendre les épidémies, les low intensity conflicts, etc. Pour toutes les autres catégories de victimes, je reste avec la faim. Vous savez que l'humanité perd à peu près 1% de sa substance par an, c'est-à-dire 1% de l'humanité quitte la planète, toutes causes de mortalité confondues. Ça fait 76 millions l'année dernière. De ces 76 millions de l'année dernière qui sont mortes, personnes qui sont mortes pour accident, enfin par toutes les causes, 18,9 millions sont mortes de faim ou de ses suites immédiates. Autrement dit, sur cette planète qui déborde de richesses, grâce à l'extraordinaire intelligence des hommes, des révolutions technologiques, électroniques, industrielles, au savoir-faire des ouvriers, des ingénieurs, des hommes et des femmes, cette formidable, extraordinaire créativité qui est à l'œuvre au sein aussi des multinationales, bien sûr, sur cette planète qui déborde de richesses, la faim, et je vous garantis, c'est une agonie effroyable. Moi, je suis né dans un petit milieu bourgeois calviniste alsacien. Je croyais que mourir de faim, c'était une bougie qui s'éteint paisiblement, on perd ses forces, etc. Jusqu'à ce que j'ai vu la Mongolie, le Sierra de Chocotan, au Guatemala, etc., dans mon mandat, c'est une des façons de mourir les plus atroces, les plus horribles, les plus douloureuses. Alors, voilà, ça c'est l'ordre cannibale du monde, qu'il s'agit de briser par des actions que vous menez d'une façon exemplaire. Deuxième série de remarques, l'Afrique. Puisque, encore une fois, vous êtes engagé dans le monde entier, mais surtout, prioritairement, en Afrique et auprès, notamment, des familles productrices paysannes. Et si je reste avec le fin, mais je n'ai pas le temps, la présidente me le garde méchamment, je dirais, la population, rural population, rurale, est légèrement inférieure à la population urbaine aujourd'hui. Mais c'est dans la population, 75% des victimes désignées, et puis c'est fait d'une façon très détaillée par la FAO, des victimes de la faim sont paradoxalement dans les familles paysannes. Parmi ceux qui sont chargés de l'alimentation de l'humanité, c'est les premières victimes qui sont le plus fortement frappées par le massacre de la faim, par la sous-alimentation, par toutes les maladies, kwashiorkor, etc., qui en sont les suites. Donc je viens à cette problématique rapidement. Agriculture
familiale. D'abord, quelques remarques d'introduction sur l'Afrique. C'est tout à fait extraordinaire si on regarde les chiffres macroéconomiques de l'Afrique. Contradiction totale qui saute immédiatement aux yeux. D'une part, une vitalité démographique extraordinaire, démographique, culturelle, sociale, une vitalité africaine. Quelques-unes des plus hautes cultures paysannes, évidemment, se trouvent en Afrique. La vitalité démographique, je prends que ces chiffres. 2007, 960 millions d'habitants. 2025, il y aura 2 milliards d'habitants en Afrique. Donc 40% encore, 2025, vivront en ville. Aujourd'hui, les Africains sont 12% de la population mondiale active. En 2050, ils seront les 22% de la population mondiale active. Donc une extraordinaire vitalité sur ce continent qui a quitté notre vieille Europe depuis très très longtemps. Création syndicale, création de la lutte sociale, vitalité démographique. Deuxième chose, et je viens la contradicter tout à l'heure, c'est la croissance tout à fait incroyable du produit intérieur brut. Alors je prends la Banque mondiale, de nouveau, bien que je ne les aime pas, mais enfin comme statisticiens ils sont bien. La Banque mondiale compte signer, madame, chers collègues, par le PNUD d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi vous avez fait ça, ils ont analysé sur 5 ans, il y a 54 pays en Afrique, 30 pays ont été soumis à cette enquête pendant 5 ans, mais ces 30 pays sur les 54 réunissent 86% de la population continentale. 2005, croissance du PIB sur les 30 pays, 5%, 2006, 5,8%, 2007, 5,5%, 2008, 6%, et l'année dernière, 8,3%. Vous imaginez, la France, c'est quoi? 0, enfin, l'ambassadeur, excusez-moi. C'est pas votre faute, moi. C'est des chiffres de croissance exponentielle du PIB. Ah, c'est tout à fait étonnant. Tout ça vient, c'est essentiellement l'industrie d'extraction, pétrole, les prix du pétrole ont triplé depuis 9 ans, minier, gaz, etc. etc. C'est une économie rentière qui est dangereuse puisque les élites corrompues sont détournées de tout effort de réforme et une dépendance extraordinaire de la demande. Si la demande asiatique s'effondrait demain, eh bien, le PIB du Soudan, qui livre 11% du pétrole pour la Chine, de la Chine, tire du Port-Soudan, partent 11% du pétrole, par exemple, qu'utilise l'immense Chine, eh bien, ces chiffres que je viens de vous citer s'effondreraient totalement. Donc, ce n'est pas une vraie croissance, c'est une croissance rentière, déterminée par l'extérieur. Ce qui est effrayant, c'est les chiffres sociaux. Si vous avez une telle augmentation du PIB, vous pourriez vous attendre que dans les 30 pays, il y ait des progrès sociaux formidables. Mortalité infantile qui s'effondrerait, faim qui reculerait, épidémie qui disparaîtrait. C'est l'inverse qui est le cas. La faim progresse en Afrique d'une façon assez foudroyante dans certains pays. Et globalement, la situation est la suivante. Enfin, si vous voulez les chiffres de la faim dans le monde, c'est 665 millions sur le continent asiatique. Donc, en chiffre absolu, c'est toujours l'Asie qui souffre le plus du massacre. Mais si vous prenez la population par rapport aux victimes, c'est l'Afrique. L'année dernière, 35,2% des Africains sur ce continent incroyablement riche, 35,2%, ont été gravement et en permanence sous-alimentés, invalides par la faim, des enfants développement cérébral interrompu, etc., en Afrique. Alors, voilà, ça c'est la situation de l'Afrique. Je viens rapidement à l'agriculture familiale. Et je m'excuse de la façon un peu hachée que je présente, je regarde mon réveil qui est là. L'agriculture familiale, elle est la base. Elle devrait être la base aussi au Brésil, elle est la base dans la plupart des pays du monde. Les 54 pays africains, 39
sont des purs pays agricoles, que l'agriculture familiale soit la plus efficace quant au développement et à la production, il n'y a aucun doute. Il y a tous les chiffres, je pourrais vous envahir par une multitude d'études qui ont été faites dans les milieux les plus différents. Il est évident que c'est dans la famille, l'agriculture familiale, que s'accumule le savoir météorologique, le savoir du sol, le savoir des plantes qui passent, biodiversité, la lutte contre le chômage, c'est évidemment l'agriculture familiale, parce que tous les enfants sont absorbés ensuite dans la production familiale et ne migrent pas vers les bidonvilles de la côte où prostitution enfantine, destruction des familles, etc. Et la productivité mesurable est de 32 à 33% plus élevée que l'agriculture industrielle. Maintenant, pourquoi les Nations Unies ont proclamé, sous la pression d'ailleurs du PAM, du Programme alimentaire mondial, l'année actuelle, année mondiale, c'est symbolique mais important, année mondiale de l'agriculture familiale, parce qu'elle est menacée. Parce qu'elle est menacée. Pourquoi elle est menacée? Et monsieur l'ambassadeur le sait comme moi, puisqu'il assiste d'une façon beaucoup plus assidue que moi au Conseil des droits de l'homme. Enfin, ce matin, on n'y est pas, mais enfin, non, c'est un grand ambassadeur. Moi, je devais y être, mais enfin, c'est autre chose. Pour une raison tout à fait identifiable. La productivité est très basse. En an normal, quand il n'y a pas de criquet, quand il n'y a pas de sécheresse, quand il n'y a pas de guerre, dans les pays sahéliens, par exemple, la récolte de mil est de 600 à 700 kilos en temps normal. Et ces années normales sont rares, 600 à 700 kilos. En Bretagne, 10 000 kilos. En Bretagne, 10 000 kilos, 10 tonnes. Au Piémont, etc., 10 000 tonnes. Et la Banque mondiale, et ce qu'on appelle les investisseurs privés étrangers, mais financés par la Banque mondiale, par la Banque africaine de développement, par la Banque européenne d'investissement, par les banques publiques que vous et moi, nous payons par nos impôts, disent, regardez ces pays africains, productivité minimale, instrumentalité là-haut, irrigation absente, 3,8% des terres entre le Sahel et le Cap de Bonne-Espérance sont irriguées, 3,8% à un hectare de plus, tellement improductif. C'est beaucoup mieux de donner ces terres à des gens qui ont les capitaux, le savoir technologique, l'accès au marché mondial, etc. Donc les hedge funds, les grandes banques, Vincent Bolloré, pour prendre un grand philanthrope français, ou Bill Grain, etc., de leur financer la reprise de ces terres. L'année dernière, 41 millions d'hectares en Afrique noire ont été spoliés, ont été pris. Et là, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail comment ça se fait. Ça se fait par un chèque au président de la République. Parfois, excusez-moi, ça arrive. Parce que Genève n'est pas la seule ville corrompue du monde, elle est fortement corrompue, mais elle n'est pas la seule, par des Bolloré fait en général des locations à 99 ans, à des prix ridicules, ou par achat. Et vous pouvez acheter sur n'importe quel marché des roses, des diopis, des pommes de terre, etc. Qu'est-ce qui se passe? Les paysans sont expulsés, manu militari évidemment, expulsés, dans les bidonvilles où les familles dépérissent, l'investisseur, le prédateur, importe du Sri Lanka, du Pakistan ou de l'Inde des travailleurs migrants, un salaire de misère, évidemment, travaille cette terre, c'est vrai, travailleurs migrants, et exporte là où est le pouvoir d'achat, c'est-à-dire en Europe, en Amérique, au Japon, etc. Ce combat, c'est pour ça que je suis très très content de pouvoir parler parmi vous, puisque c'est vous les forces vives de ce pays. Il est essentiel, il se fait derrière les portes closes, l'argumentation de la Banque mondiale, de la
manque de productivité qui est vrai et que la solution à apporter, c'est-à-dire la spoliation, se mène dans les organisations des Nations Unies. Ma collègue du PNUD le sait mieux que quiconque, on est évidemment sur le côté perdant pour l'instant, mais la solution, c'est évidemment pas la spoliation et la mise en valeur des terres par le soi-disant investisseur étranger. Le paysan africain n'est pas moins travailleur, moins compétent, au contraire, c'est plutôt le contraire que le paysan européen ou américain. Ce qui les distingue, l'un a des entrants, l'autre n'en a pas. L'Union africaine, 2010, à la conférence de Maputo, a pris une résolution, a dit les pays africains doivent budgétairement prévoir 10% pour l'investissement dans l'agriculture. 10%. En 2013, 4 des 54 pays africains sont arrivés. Et la moyenne, et Mamadou Sissoko peut me corriger, les moyennes de l'investissement public dans l'agriculture est continentalement de 4%. Rien. Alors qu'il faut des entrants, qu'il faut des engrais, qu'il faut des animaux de 252 000 animaux de traite seulement sur le continent et moins de 50 000 tracteurs sur le continent. L'irrigation, j'ai déjà dit, 3,8% des terres arables d'Afrique noire sont irriguées, pas un hectare de plus. L'accès au marché impossible à cause des infrastructures insuffisantes. L'accès à la semence, le libre choix des semences, fortement empêché par Monsanto, par Syngenta, etc., etc. Là, il y a un combat mortel qui se fait de l'opinion publique. De l'opinion publique, il faut dire, la productivité est basse, voilà, mais pourquoi elle est basse? Parce que l'investissement national dans l'agriculture est inexistant. Pourquoi elle est inexistante? À cause du surendettement extérieur par la plupart des pays du Sud. L'année dernière, 31 décembre 2013, la dette cumulée des 52 pays extérieurs, des 52 pays, si vous catégorisez comme ça, les plus pauvres, était de 2100 milliards de dollars. Carreau total. Carreau total. Ces pays ne peuvent pas, quel que soit le gouvernement. Jésus-Christ au pouvoir, un type totalement corrompu, ça revient au même, il est impossible de faire, pour prendre l'Union africaine, le 10% budgétaire d'investissement dans l'agriculture si l'endettement ne disparaît pas, si ce carreau de la dette ne disparaît pas. Donc je suis content de parler de ce combat-là. Il est mené avec l'hégémonie idéologique, bien sûr, des forces libérales du FMI et des autres mercenaires du grand capital international, est en train de l'emporter, parce que je discute avec mes camarades, etc., qui disent « Ah oui, mais quand même, regarde, la productivité africaine, c'est quand même mieux que... » Bref, ce combat-là, il est en cours, il faut le gagner. Il y a évidemment d'autres combats à mener pour aider le pays africain, enfin, contre le massacre à la faim, la spéculation boursière sur les aliments de base fait augmenter le prix mondial des matières alimentaires. En 5 ans, aliments de base, c'est maïs, riz et blé qui couvrent le 75% de la consommation mondiale. Pour les aliments de base, le maïs, la tonne de maïs, prix mondial, a augmenté de 63% en 5 ans. La tonne de blé meunier a doublé et la tonne de riz philippin, c'est le chiffre que j'ai, a augmenté de 39,2%, prix mondial. Or, l'année dernière, à cause du déficit alimentaire des 54 pays africains, le continent africain, les 54 pays africains, ensemble, ont importé pour 24 milliards de dollars d'aliments. Sénégalais mangent le riz du Vietnam, enfin, hein, non? Tu es d'accord? C'est ce que tu manges. Le riz de enfin non, je mange du Vietnam, de Philippines, etc. 3 mois en mer, et c'est des prix encore qu'on appelle fonds, c'est-à-dire free on board. Il faut y ajouter le prix du transport et le prix des assurances, etc., etc. Donc, l'explosion
par suite de la spéculation boursière, qui est tout à fait légale. Il n'y a que le président Sarkozy, c'est pas une référence pour moi, mais il l'a fait, qui en 2011, au G8 de Cannes, a annoncé, mais il a retiré avant l'ouverture de la conférence de Cannes, interdire la spéculation alimentaire sur les aliments de base. Aujourd'hui encore, elle est totalement, absolument légale et a, pour ceux qui doivent importer de la nourriture, évidemment des conséquences dramatiques. Au Mali, au Sénégal, je pense, des pays qui ne sont pas, malgré les terres formidables, malgré tout ce qu'ils ont de capacité, des vieilles cultures paysannes, ne sont pas autosuffisantes alimentaires, dépendent du marché mondial. Quand les prix explosent à cause des spéculateurs, à cause des biocarburants qui sont brûlés par centaines de millions de tonnes, etc., il y a d'autres causes, eh bien, c'est les enfants africains, c'est les hommes et femmes africains qui souffrent et qui périssent. Voilà, j'arrive à la fin. Merci beaucoup, M. Zidane. Attendez, je veux juste dire une chose. Ce qui est important dans cette assise, c'est la prise de conscience pour nous. La France est à mon avis, la plus vivante démocratie d'Europe, en tout cas une grande, vivante démocratie, où le citoyen et la citoyenne ont toutes les armes pour briser ces mécanismes meurtriers, pour briser cet ordre cannibale du monde. Toutes les armes. Et ces armes, il faut s'en saisir. Je crois que des assises comme celle-là sont d'une capacité absolument essentielle, évidemment pour échanger avec les acteurs sur le terrain, ce qui se passe, comment fonctionnent les projets, comment on peut aider concrètement dans tel ou tel pays la survie, ou en tout cas ralentir la mort de l'agriculture familiale, ça c'est important. Mais ce qui est aussi très important, c'est la prise de conscience politique au sens large, pas particulier, large du terme qui se fait ici. Alors, je viens à la fin à une remarque personnelle, délicate. Je ne serai probablement plus jamais invité à cette magnifique. Ce matin, au Conseil des droits de l'homme, ce matin, a lieu un vote essentiel. Les pays du Sud proposent la création d'une convention des droits des paysans qui permettrait aux paysans du Sud d'avoir sécurisé le droit à leur habitat, le droit à la terre, le droit à l'irrigation, le droit à la liberté des semences et surtout aussi le fort extérieur. Parce que si Bolloré, je prends M. Bolloré, le grand philanthrope français, a acquis 52 000, c'est dans mon livre, hein, je ne vais pas avoir un procès, mais là, le livre est sorti, je n'ai pas eu de procès, il n'a pas bougé, 52 000 hectares au Bénin, 52 000 hectares de terre arable qu'il transforme en plantation palmier et plantation de sucre pour la matière première, pour le bioéthanol, etc. Familles expulsées à Cotonou, etc., etc. Si un syndicat paysan, de forts syndicats, sont magnifiques les Béninois, c'est des combattants comme les Sénégalais, veut porter plainte contre la spoliation devant un tribunal de Cotonou, il n'y a aucune chance, aucune quelconque. Parce que l'indépendance de la justice au Bénin, disons, est fragile. Donc la Convention demande le fort extérieur, c'est-à-dire qu'on peut prendre que le syndicaliste, les syndicats ou les ligues paysannes peuvent aller dans le pays d'origine, au lieu d'origine de la multinationale qui les spolie, Paris, là, par exemple, et là, la justice française, ça fonctionne, il y a une indépendance reconnue, et ils peuvent porter plainte et plaider leur cas, dommages et intérêts restitution.
Algérie, Tunisie, Italie, y a pas de problème, j'aime au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma de Paris, ascenseur pour le ghetto, il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il? Au paradis, il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il? Au paradis, I'm gonna